Et puis, il y a eu ce passage-là, juste absolument magique, magnifique, du Rafale avec le Rafale. La photo est trompeuse, hein, le caudron est devant, très nettement devant le Rafale. Debout là-dedans, c'est lâché solo. Bonjour à tous. Je suis donc Frédéric Marsali, je suis journaliste aéronautique, je suis en charge d'animer en direct cette tranche horaire de la chaîne Jumpseat. Donc on va parler pendant 1 heure d'aviation, on va parler aujourd'hui, on va faire un petit retour d'expérience sur le meeting de la Ferté-Alais et puis un petit bout de cognac. Les 2 meetings qui ont eu lieu ces dernières semaines, puis on va vous passer quelques images donc du meeting de la Ferté-Alais qui a eu lieu donc les 23 et 24 mai dernier. Et ça a été un moment vraiment super chouette. D'ailleurs, à chaque fois que je suis redescendu de la Ferté, j'ai jamais été déçu. C'était pas une super grande Ferté pour moi. Il manquait peut-être 2-3 trucs qui m'aurait touché moi plus, mais la fête était belle, le meeting a été superbe, il y avait de très belles nouveautés, il y a eu des avions rares, et on va en parler, et l'ambiance était celle de la Ferté, donc elle est, pour moi c'est une des meilleures ambiances de meeting que je connaisse, en tout cas c'est celle qui me touche le plus. Moi la Ferté, ma première Ferté c'était en 88 je crois, j'ai raté quelques éditions dans les années 2004, 5, 6, dans ces années-là, mais pas plus. Donc j'ai plus d'une trentaine de Ferté à l'actif, c'est un endroit que j'adore. C'est un meeting, je trouve, merveilleux parce que d'une part, la piste est bien exposée pour faire les photos, c'est que du bonheur. La rangée d'arbres au fond fait qu'on a un fond photographique qui est propre, avec des avions qui se détachent dessus. Après, quand ils sont en l'air, ils sont en l'air. Bref, c'est un endroit génial pour un meeting aérien. Et cette édition-là était très particulière parce que quelque part, c'est un peu une édition de reprise. Et on va en parler parce que les meetings aériens, c'est un spectacle qui est extrêmement populaire. À une époque, c'était même le spectacle le plus populaire juste après le football. Si on faisait les audiences, les affluences des manifestations globales françaises, il y avait en tête d'affiche la première division, la Ligue 1 à l'époque. Et puis derrière, il y avait les meetings aériens parce que ça draine très facilement des dizaines de milliers de personnes. Mais en gros, voilà, les meetings aériens, c'est quand même quelque chose qui, pour nous passionnés d'aviation, va de soi. Et en termes d'organisation, depuis quelques années, ça se complexifie. Les textes de loi renforcent la sécurité, mais de fait complexifient énormément le travail des organisateurs. Et bon, il y a toutes les contraintes qu'on peut imaginer aujourd'hui autour de l'aéronautique. Ils sont assez évidentes. Il y a des organisateurs aussi qui jouent pas le jeu. Quand un organisateur explique avant un week-end extrêmement chaud que les gourdes métalliques ne seront pas acceptées dans le meeting, moi je tente même pas le coup, j'y vais pas. Dans un meeting, si tu peux pas arriver avec ta bouteille de flotte, tu meurs. Parce qu'il n'y a pas de point d'eau, c'est pas fait pour. Un aérodrome, il y a quelques points d'eau dans les bâtiments, mais ça va pas plus loin que ça, et les bâtiments sont pas forcément accessibles. Donc tout ça, c'est une logistique complexe. Il y a la sécurité des vols, évidemment, là-dessus, faut surtout pas transiger, on est bien d'accord. Mais le spectacle, il est de plus en plus dur à organiser, et la Ferté est un exemple de ce que ça peut donner. Alors, Ben Moll qui me dit « À Cognac, ça a été autorisé au dernier moment, je crois. » Oui, il me semble aussi avoir entendu parler de ça. On y reviendra sur ces problèmes d'organisation, parce que et puis de ce qui est autorisé d'un meeting à l'autre. À titre d'exemple, la Ferté, c'est sans doute le meeting aérien le plus permissif que je connaisse, bien qu'il y ait une fouille des bagages à l'entrée. Vraiment, on passe, on fouille, on regarde les appareils photo, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux rentrer avec ton fauteuil. Et honnêtement, pouvoir s'asseoir, c'est bien. Il y en a qui arrivent avec leur tente, avec leur parasol, avec la glacière, parce qu'on va pique-niquer à la Ferté. Ça, c'est un truc, c'est absolument génial. Tu arrives avec ta glacière, tu t'installes près des barrières ou pas, en retrait, parce qu'en plus, comme il y a une petite butte, tu peux éventuellement te mettre en retrait et ça te nuit pas le spectacle. Tu t'installes, tu pique-niques avec les copains, c'est un week-end à la campagne et tu regardes passer les avions. C'est fabuleux. Bon, ça, la glacière, l'entrée d'un meeting aérien d'une base militaire, c'est plus compliqué. Et à Cognac, par exemple, pour le meeting, tu rentres sur le parking. Quand le parking est à l'intérieur de la base, tu as les chiens qui viennent sentir ta voiture pour détecter les bombes. Donc autant dire que l'entrée, l'accès, y est déjà assez compliqué. L'accès à la Ferté est compliqué aussi, on va y revenir. Bon, bref, voilà l'affiche, signée Romain Hugo comme d'habitude, avec un dragon rapide. Alors le dragon rapide n'a pas volé, n'est pas présent, mais ça fait partie des projets d'avion que les différentes associations de la Ferté-Alais espèrent et vont pouvoir remettre en état de vol. Et c'est une machine
qui est assez élégante, assez jolie. La cavalière, on l'a pas vue. Les chevaux, on en a vu puisqu'il y avait la police montée. En tout cas, nous, elle nous a doublé dans la montée pendant qu'on était dans les bouchons. Mais c'est toujours impressionnant de voir un flic à cheval, en tout cas pour ce genre de manifestation. Se déplacer à cheval, c'est extrêmement intelligent comme système. Bon, bref. Mais là, on a une cavalière, c'est visiblement de l'équitation un petit peu plus sportive, eh ben on l'a pas vu, c'est dommage. Édition charnière pour la Ferté-Alais en 2026 parce que l'édition de l'année dernière était visiblement gravement déficitaire. Pour une raison bête, il y avait des prévisions météo qui étaient pas terribles, donc il y a beaucoup de gens qui ont dit bon il va pleuvoir, on n'y va pas. Et puis pas de bol, le temps a été plutôt correct, le spectacle était présent, les avions étaient là, mais malheureusement il manquait des spectateurs et donc ça a été déficitaire et je crois qu'il y avait eu des déficits qui commençaient à se cumuler parce que la fréquentation elle est juste, parce qu'en fait la fréquentation à la Ferté elle est à peu près constante mais les coûts explosent à cause des problèmes de sécurité, donc l'équilibre s'y retrouve pas. Et on a eu nous, dans l'année, des informations sur des ventes d'avions qui étaient là justement pour récupérer un peu de sous. Après, des avions de collection, c'est fait pour être vendus et c'est justement leur but. Ils n'ont pas vendu les joyaux de la couronne, encore qu'on y reviendra. Mais tout ça pour dire que le modèle économique d'un meeting aérien comme celui de la Ferté, qui n'est pas vraiment à but lucratif, est en danger par la multiplication des couches réglementaires et des coûts associés de sécurité. Par exemple, il y a un dispositif de gendarmerie monstrueux autour de la Ferté. Il y avait un dispositif de sécurité privée. Là, ça, par contre, ça coûte une blinde. Et par exemple, la sécurité civile était présente à la Ferté-Alais avec le Majec, le camion que je vous montre. Oui, on va parler de véhicules terrestres aujourd'hui. Je vous explique. Vous allez voir, c'est pas hors sujet. Le Majec, c'est le module d'appui à la gestion des crises. C'est un PC, enfin un poste de commandement mobile de la sécurité civile qui est affecté au 1er régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile basé à Nogent-le-Rotrou. C'est un bahut qui est en service depuis une dizaine d'années et qui sert pour des manifestations prévisibles comme ça, où ça sert de poste de commandement. Pour l'avoir visité plusieurs fois, il y a plusieurs salles de réunion avec des cartes, des écrans où les gens peuvent gérer toutes les situations de crise possibles et imaginables, avec tous les systèmes de communication associés. Il y a même ici un auvent qui permet par exemple de faire un point presse avec des journalistes et avec des écrans sans avoir à faire rentrer les journalistes dans les salles d'alerte par exemple. Donc c'est un module qui est extrêmement bien calculé pour ce genre de manifestation où il y a beaucoup de monde et on peut avoir des situations d'urgence grave en cas d'accident. Il n'y en a pas eu, mais on peut avoir des malaises de spectateurs, de choses comme ça. Donc là, le Majec, il ne se déplace pas pour rien. Alors, je sais que c'est un service public, ça fait partie des informations que je dois récupérer encore, mais il y a une part de la présence des forces publiques qui est remboursée par l'organisateur et tout ça, ça pèse très lourd sur le budget. Je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a une courte vidéo, un reportage de France 3 Paris-Île-de-France sur ce sujet-là, donc qui est sur YouTube, un meeting aérien menacé par la finance, dans lequel les organisateurs expliquent que le budget de la Ferté-Alais, c'est environ 1 million d'euros, mais une grosse partie de ce budget est affectée à ces problèmes de sécurité, d'accès. Après, il y a les histoires d'assurance, il y a aussi tout ce qui est hébergement des équipages, plateau aérien, et ce qui fait que la situation économique du meeting de la Ferté n'est pas si évidente que ça. Surtout, la Ferté-Alais, par son positionnement, fait qu'ils ont l'obligation d'être très très bien organisés, genre plan hors sec, parce que notamment à la Ferté-Alais, il n'y a qu'une seule route d'accès, par exemple. Donc ça, c'est très très compliqué, et ça, c'est une contrainte monstrueuse. Donc en fait, voilà, il y a tout un système qui est mis en place, y compris donc avec la présence du Majec, au cas où, ça fait très très chaud le week-end de la Ferté, on a vu des malaises de gens qui n'étaient pas assez hydratés, il y a une petite ambulance qui passe, tout ça, ça vient des ordres qui sont donnés par le PC sécurité qui se trouve dans le Majec. Le Majec, vous allez pouvoir le voir aussi au salon Eurosatori, Milipol, je crois que les 24 heures du Mans, je ne crois pas qu'il y participe. Mais voilà, c'est un outil qui a été créé il y a une dizaine d'années. Normalement, à la base, c'était pour des situations de catastrophes naturelles, par exemple, mais les feux de forêt ne durent jamais assez longtemps pour déployer ce genre de système, ou alors il faut vraiment que ce soit des
des feux très étendus. Les tremblements de terre, il n'y en a pas trop en France, ça va. Les inondations, les PC se font au niveau des SDIS, donc il y a moins besoin. Par contre, effectivement, pour les Jeux Olympiques, c'est le genre d'engin qui peut être déployé. Donc, si on parle du budget de la Ferté-Alais, donc 1 million d'euros pour le meeting, sachant que la place d'entrée est à 35 euros, ça veut dire qu'il faut au minimum 30 000 spectateurs payants pour arriver à couvrir les frais. 30 000, la Ferté les fait, mais c'est la butée haute. Après, il y a beaucoup d'invitations, de choses comme ça. Bon, voilà, c'est très difficile de savoir si tout le monde paye. Enfin, en gros, hein, il y a une partie, vous et moi, on paye. Enfin, moi, cette année, non, j'ai eu une invitation. Voilà, faut être clair. L'année dernière, j'étais aussi invité, mais les années précédentes, je payais ma place. J'ai été accrédité presse 2 fois, je crois, pour la Ferté-Alais, mais comme on était à côté des barrières, à côté des spotters, enfin, le fait d'être accrédité presse, ça portait pas grand-chose au niveau des photos, donc je le fais plus, puis ça permet de filer 35 balles à l'organisation, ça me dérange pas. Le prix, 35 euros, la Ferté-Alais, il y a beaucoup de gens qui disent c'est cher. Oui, parce que c'est sûr que si tu y vas en famille avec 3 enfants et la belle-mère et les grands-parents, oui, effectivement, ça fait une facture. Sans compter tous les bibelots qu'il faut acheter, les sandwichs, les bouteilles, tout ça, ok, je suis d'accord. 35 euros, c'est un spectacle qui commence à 9h le matin, qui se termine à 18h, et c'est non-stop. 35 euros, je suis pas sûr qu'on rentre chez Walt Disney à ce prix-là. Trouver une place au Parc des Princes pour voir le PSG jouer, ne serait-ce qu'en Coupe de France ou en première division à 35 euros au Parc des Princes, ça n'existe pas. Et là, le spectacle, il fait 90 minutes. Hein. Donc, vous allez voir des concerts. Là, il y a Céline Dion, là, juste à côté de chez moi, dans quelques semaines. 35 euros? Non, jamais de la vie. À moins de 35 euros, oui, il y a des pièces de théâtre. Là, je suis allé récemment voir un one-man show, j'ai payé 27 euros. Tout ça. Après, oui, il y a tous les bonus, les flammes, les patchs, les livres. Mais ça, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc, 35 euros pour un meeting aérien, vous allez voir voler pas loin d'une centaine d'avions au final. C'est pas cher. C'est une somme. Surtout si vous y allez en famille, mais c'est pas un spectacle inabordable. Il faut surtout le redire. Parce que le site de la Ferté, alors je vais parler pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. La Ferté-Alais, c'est environ 70 km au sud de Paris, pas très loin d'Étampes. C'est une petite ville qui est connue dans le monde entier grâce à ça. La petite ville de la Ferté-Alais, elle est là. En fait, le terrain est sur la commune de Cerny, qui est un petit peu au nord, mais c'est Cerny-la Ferté-Alais. Bon, c'est comme Paris-Roissy, quoi. Hein. C'est à Roissy, mais bon, c'est à Paris. Bon, voilà. On peut y aller en voiture. Hein, vous avez des routes qui y mènent. On va y revenir après. On peut y aller en train, mais alors, la SNCF, c'est génial. Avant, il y avait des trains directs qui partaient. C'était le RER D, si mes souvenirs sont bons, qui partaient de Gare de Lyon ou même de Châtelet. Et en 1h10, 1h20, on était à la gare de la Ferté, on descendait du train, on faisait 2 km 100 à pied, via le petit chemin là, on rentrait là, 20 minutes de marche, on était sur le terrain et tout allait bien, sauf qu'ils ont refait les horaires, ils ont refait les parcours et le train direct n'existe plus, il y a un changement obligatoire à Corbeil-Essonnes, et à partir de Corbeil-Essonnes, vous avez un train tous les quarts d'heure, hein. Là c'est vraiment facile pour y aller. Et puis, une fois que vous êtes à Corbeil-Essonnes, derrière, c'est un train toutes les heures pour la Ferté-Alais. Il vous reste 20 minutes de train à faire, mais ça peut prendre 1h20 si la correspondance vous la ratez. Là, ça devient vraiment très, très compliqué. Et en plus, il y a très régulièrement des travaux les week-ends du printemps. Donc, je ne sais même pas si c'était accessible par le train, la Ferté-Alais, cette année. Donc ça m'a un peu saoulé. Heureusement, j'ai des amis de Courbevoie, des amis d'enfance qui voulaient voir ce que c'était. Bon, on est arrivé vers 9h ici et on a mis 1 heure pour faire ça. Là, vous avez le parking. Enfin, ça, c'est un champ, mais ça sert de parking. Il n'y a qu'une route, elle est là. Ce qu'on ne voit pas bien sur la carte, c'est que ici vous êtes à 67 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, vous êtes à 135 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, il y a une petite montée de 60 mètres. La petite montée de 60 mètres, elle se fait entre là et là. Donc, à pied, c'est assez sportif. Après, il y a le prix de l'essence aussi qui n'a pas dû aider aussi sur les fréquentations précédentes, etc. Et même sur la fréquentation de cette fois-ci. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, se déplacer en voiture, on y regarde à 2 fois. Il y a le prix de la 100 LL qui fait qu'il y a peut-être moins d'avions
à faire voler sur le meeting, c'est plus compliqué. Oui, voilà, on est dans une période compliquée et les meetings aériens en sont représentatifs. Néanmoins, si on voulait s'éclater, eh ben on pouvait. Je prends par exemple ce garçon qui a un très très beau t-shirt, un très beau bob, non, un chapeau de brousse, qui est en admiration devant le DC-3. Bah, en fait, le monsieur là, c'est moi. Puis le t-shirt que vous voyez, bah, c'est celui-là. Vous avez jamais vu ce qu'il y a dans le dos, bah, c'est Deserter Alaska, ça vient d'Alaska, c'est un cadeau de Kathleen. Et que je suis allé inaugurer en meeting aérien devant l'avion d'Alain Battisti, dont j'ai noté que les capots avaient été polis. Et c'est très beau. Alain, si tu veux polir le reste de l'avion, je suis d'accord. Et s'il faut venir à Melun pour donner un coup de main, je peux essayer de voir avec Gilles si je peux me libérer. Oui, il y avait du DC-3, du Schenker 81, de 52, tout ça, il y avait de belles machines. Mais on a commencé par le statique. Alors statique, je l'ai fait très très rapidement parce que j'avais plein de gens à voir. Au statique, et dans le hangar, il y avait le Spitfire de Brice. Alors normalement, l'avion revole, il a été réparé après ses avanies de Biscarrosse. Je rappelle que il a été abîmé parce que il s'est mis en pylône, l'hélice a pété, le réducteur avait été endommagé, et puis derrière, il s'est aperçu que le moteur lui-même avait été touché. Donc il a dû renvoyer son moteur, le rapatrier, refaire des vols d'essai. Bon là, aux dernières nouvelles, je pense que l'avion allait bien, mais il n'était pas prévu pour le meeting. Et autre vedette de la Ferté qui n'était pas en vol, le Corsair, le F4U5N, dont c'était l'anniversaire, puisque Jean Salis l'a acheté en 1986, donc ça fait 40 ans que le Corsair est à la Ferté-Alais. Le problème, c'est que l'avion est en vente, et même il y a des rumeurs qui disent qu'il est vendu, et l'avion n'était pas tout à fait en état de vol. Il ne l'était pas l'année dernière parce qu'il y avait une pièce du carburateur qui avait lâché, ils n'avaient pas eu le temps d'avoir la pièce, et puis d'entre-temps, avec toutes ces histoires financières, etc., il fait partie des avions, lui, qui est proposé à la vente et qui pourrait partir de la Ferté, à moins que quelqu'un de très fortuné décide de l'acquérir et de le laisser sur place. Bon. On n'a pas trop de nouvelles, mais ce serait un peu dommage parce que c'est un Corsair. Nous, Français, ça nous touche pour des histoires d'aéronautique navale, pour les histoires de Papy Boyington, tout ça. Ce serait dommage qu'il s'en aille. Vraiment, ça me ferait beaucoup de peine, surtout qu'il a été restauré récemment. L'histoire, c'est l'avion, il est acquis en 1986 par Jean Salis. C'est un avion qui a fait la guerre du football au Honduras. Et il a volé jusqu'aux alentours de 2002. Et puis après, il a été en restauration de 2002 à 2018. Donc on est resté privé de cet avion pendant un bon moment. Il a revolé à partir de 2018. On l'a vu dans un certain nombre de meetings. On l'a vu à la Ferté forcément, on l'a vu à Melun. Moi je l'ai vu, il me semble qu'il était à Gap aussi. Bref, c'est un élément du paysage aéronautique français célèbre et fameux qui pourrait partir. Et ça, c'est un peu triste. Et je reviens aussi sur ces histoires de finances. Dans le communiqué de presse qui a suivi le meeting, l'organisation a dit ceci, et c'est très lourd de sens. Après bien des incertitudes budgétaires pour la mise en œuvre de cet événement, l'amical Jean-Baptiste Salis adresse ses chaleureux remerciements à un public passionné et enthousiaste. Incertitude budgétaire. On est très clair que là, ça veut dire qu'au niveau de l'organisation, ils se sont posé la question de savoir si le meeting pouvait à nouveau se faire ou pas. Parce que il faut sortir beaucoup d'argent pour organiser ceci. C'est un Corsair, quoi. C'est un des avions les plus fameux. Ça fait partie je dirais, de la dizaine d'avions que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'aviation reconnaît d'emblée. On verra la suite de l'histoire. Suivez Aérobuzz pour avoir des news, parce que dès qu'on en a, on en parlera. La Ferté, c'est surtout le meeting aérien. Et une des particularités de la Ferté-Alais, c'est qu'on a de tout comme avion, et c'est ce que je vais vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer les avions qu'on volait, je vais vous montrer ceux qui sont intéressants ou ceux qui sont notables. Et parmi les avions notables, il y a évidemment les avions d'avant 1914. Alors là, ce sont des répliques, un Morane H et un Blériot 11, donc des avions des années 1910. Ce sont des répliques, mais des répliques précises qui volent comme les anciens, avec torsion des ailes pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on voit voler ce genre d'avion, parce que c'est des avions qui ne voyagent pas. Un Morane H, c'est fait pour faire du tour de piste dans les 3-4 km du terrain. Ça ne s'éloigne pas, c'est vraiment pas fait pour ça, parce que c'est un peu précieux, c'est très difficile à piloter. Pour en avoir parlé à des gens qui avaient volé un peu sur ces machines-là, c'est pas du pilotage actuel. Donc c'est des machines qui sont à la fois capricieuses, complexes, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent.
c'est des avions qui, le meeting, quand il y a du vent, ils restent au sol. C'est trop fragile, trop compliqué, ça embarque trop facilement. Donc, eh ben, on en a vu voler 2. C'est toujours un moment magique et ça raconte bien aussi l'histoire de l'aviation. À ce moment-là, les commentateurs peuvent raconter des anecdotes que d'autres avions n'apportent pas. Et c'est toujours un bruit particulier. Et puis, si vous n'êtes pas loin de l'endroit où ça démarre, les odeurs des moteurs de cette époque, avec de l'huile de ricin, par exemple, ça a une odeur particulière. C'est une autre aviation. Et franchement, il n'y a vraiment qu'à La Ferté qu'on en voit. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller à ce meeting. On a vu revoler, enfin, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, un Fokker triplant, un DR1. Alors, des DR1 dans les années 90-2000, on en voyait assez fréquemment, hein. C'était systématiquement des répliques. Je crois qu'il y en a un authentique, mais je crois qu'il est arrêté de vol. C'est des répliques, c'est assez compliqué à faire voler, visiblement aussi, c'est pas un avion facile, c'est pas les mêmes normes de pilotage. En voir voler un à La Ferté, c'est toujours un ravissement. Et puis là, qu'est-ce que ça raconte comme histoire? On peut enfin parler de Richthofen, des as de la chasse de 14-18, qu'ils soient français ou allemands. Il y a une belle histoire qui se raconte. Puisqu'on parle d'histoire, il y a Daniel Kostel qui est décédé il y a quelques jours. Daniel Kostel, quand il sort sa série télévisée Histoire de l'aviation, où il tourne un peu partout dans le monde, mais à La Ferté-Alais, Jean Salis intervient. Et dans les années 70, vous avez encore des pilotes de la guerre de 14 qui sont encore vivants, évidemment, et il va les interviewer. Il a interviewé un certain Armand de Turenne, qu'on a complètement oublié. Armand de Turenne, c'est 15 victoires aériennes en 14-18. Vous avez Georges Carpentier. Georges Carpentier était boxeur avant la guerre, il était très célèbre avant la guerre, et pendant la guerre, il est devenu as de la chasse aussi. Eh bien, Carpentier est mort en 75, donc quand, au début des années 70, Daniel Kostel tourne sa série, il peut l'interviewer. Vous imaginez les questions que moi, j'aurais envie de poser à un pilote de chasse de 14-18. C'est un fou. C'est ça aussi, La Ferté. Et donc voilà, j'ai pu parler de Daniel Kostel parce qu'il y a un lien avec La Ferté-Alais. C'est un endroit de pèlerinage. Voilà, disons-le clairement. C'est chargé d'histoire et ces avions-là racontent une histoire et c'est pour ça aussi que c'est important de les voir voler. Et puis là, pour ce qui est des histoires de bilan carbone, des meetings aériens, quand vous faites voler des avions comme ça qui font aller 10 heures dans l'année, le bilan carbone, c'est peanuts. On a aussi des avions un peu plus classiques, le Nord 3400. Alors, celui-là est basé à Tours-Sorigny. Il a changé quelques fois de propriétaire, mais l'avion, il a l'air de rien comme ça. Sauf que de tous les Nord 3400 qui ont été construits, c'est le dernier qui est en état de vol dans le monde. Tout simplement. Petite anecdote sur le Nord 3400. Le pilote d'essai qui a fait le tout premier vol de cet avion-là dans les années 50, c'est un certain André Turca. Je vous laisse aller consulter Wikipédia pour savoir ce que... Turca aussi, il est chez Daniel Kostel, évidemment, puisque lui, il est mort un petit peu plus récemment, mais... Qu'est-ce qu'il avait à raconter? Personnage incroyable, Turca fabuleux. Turca a été le premier pilote de cette série d'avions. C'est des avions qui ont été construits pour la LAT, juste au début de la guerre d'Algérie. La LAT avait besoin d'avions d'observation, d'avions qui posaient court pour aller faire des évacuations sanitaires. C'est le Nord 3400 qui a été choisi. Parce qu'à l'époque, les hélicoptères étaient encore balbutiants. Ce genre de fonction a vite basculé sur les hélicos. N'empêche qu'il y a eu ces avions-là qui ont été conçus pour ça. Et de ces avions, je crois que c'est un peu plus d'une centaine d'exemplaires, il y a celui-là qui reste. Nord Aviation a été représenté avec un Nord 1100. Alors c'est une évolution du Messerschmitt 108 produit en France. Ici, vous avez un Nord 3202. Avion d'entraînement des années 50 aussi. Alors ça, il y en a quelques-uns encore en état de vol à droite à gauche. C'est un petit avion aujourd'hui de tourisme, mais un petit avion de collection sympa. C'est un petit, très très petit T6 avec un petit moteur de 200 et quelques chevaux, donc on n'est pas dans les mêmes normes. Mais c'est un petit avion qui tourne de la voltige classique assez sympa. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de l'aviation française. Et d'en voir voler 3 Nord Aviation devant soi, il n'y a qu'un endroit où ça se voit, c'est La Ferté-Alais. C'est une phrase que vous allez entendre plusieurs fois. Ça, c'est un truc qui m'a éclaté. Vraiment. Et c'est pas la première fois que je les vois, mais à chaque fois, ça me fait le même effet. L'avion que vous avez là, c'est un avion de construction amateur d'origine française, le Druin Turbulent, parce qu'il a été conçu par un monsieur qui s'appelait Roger Druin. C'est un avion hyper léger.
qui peut être immatriculé ULM vu son poids. Masse max à vide, hein, c'est 230 kg, moteur de 25 à 30 chevaux, vitesse de croisière 120 km/h. C'est pas très rapide. C'est de la construction amateur très classique bois étoile. C'est un petit avion qui voyage bien, qui vole très bien. C'est le genre de truc que vous avez dans le garage, les ailes dépliées, vous mettez dans une remorque, vous mettez les ailes, vous allez à l'aérodrome du coin, vous partez faire un tour. Alors c'est un avion qui a été extrêmement populaire en Angleterre, notamment la Royal Air Force en a utilisé une poignée d'exemplaires pour de la formation initiale. C'était un peu compliqué parce que c'est un pur monoplace. Après, visiblement, c'est pas un avion qui a l'air trop compliqué. Il fait 6 mètres d'envergure, 4 mètres de... Enfin, c'est vraiment un tout petit avion. Mais avec ça, il y a une paire d'Anglais qui ont monté une patrouille et ils font une démonstration qui est atypique. Parce que c'est pas un avion avec lequel on fait de la voltige. Ils ont fait du limbo, oui, avec des avions. C'est-à-dire ils ont monté une espèce de cadre avec une corde tenue par 2 équipiers. Le but du jeu, c'était de passer dessous. Sport de taré, mais c'est très rigolo. Vous imaginez un enfant, il a 10 ans, il assiste à son meeting aérien pour la première fois. Qu'est-ce qu'il voit un avion passer sous une barre comme ça? Bah, c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo. Et voilà. Et après, les équipiers lâchent des ballons jaunes, donc ils se voient très loin. Et le but du jeu pour les avions, c'est d'aller les péter en vol. C'est une chasse au ballon avec un avion. Alors, il faut vraiment le prendre avec le bout de l'hélice. Au niveau sécurité, ça craint rien. C'est une bâton de baudruche, ça zéro risque. Et si tu le prends de l'aile, ben non, ça va pas le péter. Donc, il faut vraiment le prendre avec l'hélice. Ça demande une certaine précision de pilotage. Il y a des ratés. C'est un spectacle qui dure une dizaine de minutes. C'est totalement atypique. Moi, j'ai adoré. L'avion, je trouve qu'il a une gueule d'enfer. Si j'étais propriétaire d'un hangar quelque part, oui, je mettrais peut-être un Druin turbulent dans le coin, à côté d'un DC-3, d'un Beech 18, bon bref. Mais un Druin turbulent, c'est un petit avion marrant, et d'en voir voler comme ça en meeting, moi j'aime bien. Ça fait une petite récréation. On est d'accord, pour les spotters qui sont là, pour les warbirds, bon, ça fait une récréation. C'est le moment d'aller chercher une bière. Parce que bon, c'est pas le moment où on fait les photos, peut-être, pour certains spotters, mais le moment pour aller chercher les bières, c'est un autre moment, je vous expliquerai ça après. Moi, ça, c'est le genre de show dans un meeting aérien, j'aime bien. Il y a ça aussi, évidemment, c'est dans l'héritage des Wingwalkers, des Barnstormers des années 20. Alors, l'histoire, elle est simple, hein. La guerre de 14 se termine, les pilotes sont démobilisés, ils savent faire qu'une chose dans leur vie, c'est piloter des avions, sauf que l'aviation commerciale n'est pas encore développée, l'aviation militaire, on n'a plus besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent des avions en surplus, puis ils font le cirque aérien. Alors il y a des images extraordinaires, y compris dans le documentaire de Daniel Costel qui en parle, la fameuse partie de tennis sur une aile d'avion aux États-Unis, ceux qui volontairement percutaient des granges. Barnstormers, il y a ceux qui passaient par les portes ouvertes, et donc ils faisaient un petit peu du limbo comme les Druids, mais avec des avions plus gros. Barnstormers, tout ça faisait partie d'un espèce de spectacle aérien permanent qui était absolument génial. La tradition se poursuit, notamment avec eux. Donc Emiliano Del Buono et son épouse Daniele sont suisses. L'avion est basé en Suisse. Ils ont un Stearman 75 peint en rose que je trouve très joli. Alors c'est un avion, le Stearman, on peut avoir des couleurs militaires, mais de temps en temps lui donner les couleurs civiles un peu inédites, moi j'aime bien. Très girly, voilà. Et effectivement, madame fait le cochon pendu sur l'aile de son avion pendant le vol. C'est une drôle d'idée, mais c'est très marrant. C'est un spectacle qui était, les Wingwalkers, c'est un truc qui était assez courant dans les années 80, 90, 2000. On en voyait pas mal. Il y avait même des patrouilles spécialisées, patrouilles des Wingwalkers britanniques, après patrouille Crunchies. Mais il y a eu notamment un drame aux États-Unis avec un couple qui faisait la même chose et qui malheureusement s'est écrasé. On en voit beaucoup moins. C'est un spectacle marrant. Moi, j'étais avec des gens qui assistaient pour la première fois à un meeting aérien. Ça les a presque plus intéressés que le Rafale Solo Display, par exemple. Parce que c'est du cirque. Et le cirque, ça marque. Donc, ça fait partie des choses que moi aussi, j'aime bien voir à la Ferté aller, même si on les voit tous les ans. Moi, je m'en lasse pas trop. C'est un truc, à chaque fois que je la vois, je me dis, mais il faudrait payer vraiment très, 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 très cher pour faire la même chose. Piloter un Stearman, moi je veux bien, voilà, mais faire, même s'il y a toutes les sécurités, on voit qu'elle a une sécurité ici, normalement elle tombe pas dans le vide, elle doit pouvoir se rattraper si elle se rate, elle s'accroche, tout ça, il y a toujours, c'est comme un bateau, hein, il y a une main pour le bateau, une main pour soi, et puis les mouvements qu'elle fait pour aller de là à là,
puis après là, tout ça c'est très entraîné, elle s'exerce au sol notamment, mais en vol elle refait les mêmes gestes, donc normalement il y a une sécurité qui est assez importante, mais n'empêche que, comment dire, il faudrait vraiment me payer cher pour faire ça, vraiment. On a évidemment eu le Junker 52, information qui a été donnée par le duo de commentateurs, donc Alain Battisti et Frédéric Beniada. Ce serait aujourd'hui le dernier Junker 52 en état de vol dans le monde. Alors c'est une information que j'ai pas pu vérifier, mais c'est vrai que je suis tombé sur des articles qui parlaient de 7 Junker 52, CASA, AAC1, enfin tout ce que vous voulez, encore en vol il y a quelques années. On se souvient qu'il y a eu un drame en Suisse en 2018 avec un avion qui faisait un vol commercial avec... il y avait une vingtaine de personnes à bord et il n'y a pas eu de survivants. Les autres avions de la compagnie aérienne JU Air ont été interdits de vol. Donc il reste celui de la Ferté. Et celui de la Ferté, c'est un avion en plus qui a une histoire incroyable. C'est un avion allemand qui a été envoyé en Espagne alors que l'Espagne voulait construire ses Junker 52 derrière. Ils l'ont fait d'ailleurs. De fait, comme l'avion avait été récupéré en Espagne, pendant très longtemps, beaucoup de gens ont cru que c'était un CASA. Et en fait, c'est au moment de la restauration à la Ferté-Alais qu'ils se sont aperçus qu'en fait, non, il avait bien une plaque constructeur allemande. Tout ça, je vous renvoie à la doc sur le site de la JBS, de l'association Jean-Baptiste Salis, qui organise le meeting. Vous avez la fiche technique de l'avion et son histoire, elle est très très étonnante. Encore une fois, voir voler un Junker 52, c'est pas donné à tout le monde et ça fait partie des choses un peu particulières de la Ferté. Les avions de JU Air, on les a vus à la Ferté très longtemps. C'était des avions avec lesquels il y avait des baptêmes de l'air le matin. Parce qu'à la Ferté-Alais, il y a cette tradition de la matinée qui permet à des gens de faire des baptêmes de l'air. Il y avait des baptêmes de l'air en Mustang, en P51 Mustang. Il y avait des baptêmes de l'air en T28. Je ne suis pas sûr du T28, c'était à d'autres éditions. Il y avait du Traveler, il y avait peut-être du T6. Il y avait de l'Epsilon et il y avait du DC3. Il y avait la possibilité de faire un petit tour de DC3, vingtaine de minutes. Ça fait partie des trucs en option. Là, c'était l'option sympa, mais 250 € les 20 minutes. Bon, c'est pareil, hein, le prix s'oublie, la qualité reste, et là, ça fait des qualités de souvenirs. Je dis pas qu'un jour, je craquerai pas. Junker 52, donc avion devenu rare, et ben on envoie voler à la Ferté. C'est assez gracieux comme appareil. C'est un avion qui a aussi été longtemps en service dans l'armée de l'air française, hein, les avions des ateliers aéronautiques de Colombes, hein, donc, qui ont été construits il n'y a pas très loin de chez moi. Un gros morceau d'histoire, puis il y a beaucoup à raconter autour de la Seconde Guerre mondiale et des opérations dans lesquelles il était impliqué. Alors beaucoup de gens sont venus voir ce truc-là. Bon, moi je le trouve moche. C'est un Messerschmitt 109. Alors il a l'avantage d'être assez original puisque c'est un Bf 109 E4/N. Et effectivement, il vole avec son moteur Daimler-Benz DB601, je crois. Oui, il a un bruit très particulier, très intéressant en vol. Mais ça reste un avion moche. Franchement, de tous les avions du monde, le Messerschmitt 109 est celui qui m'intéresse peut-être le moins. Il y a 5 ou 6 000 bouquins qui traînent derrière moi. Il y en a peut-être 2 sur le Messerschmitt 109 dans le truc, mais c'était juste pour compléter des collections, parce que franchement, c'est un avion qui ne m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, je me suis bien amusé parce que quand j'ai annoncé le meeting, enfin, quand j'ai fait mon article sur le compte-rendu du meeting, amusé à rappeler que je trouvais, moi, personnellement, c'est mon engagement à moi, le Messerschmitt 109 particulièrement moche. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit. Mais je maintiens mes propos. Il y avait ça, Spitfire Mark 9, magnifique, avec des couleurs désert. Alors cet avion-là est extrêmement important parce qu'il a volé au sein du groupe de chasse 1-3 Corse d'avril 44 à février 45. Donc c'est un peu un avion cocorico, celui-là. C'était la première fois qu'on le voyait à la Ferté-Alais. On le reverra et tout va bien. Et je crois que Jean-Pierre Touzeau, spitophile, maître expert Spitfire, pardon, est en train de préparer un article sur le sujet pour le FANA. Il y avait lui, et lui c'est toujours un ravissement de le voir. Alors c'est pas la première fois qu'il était présent à la Ferté, mais il n'était pas venu depuis 2023. C'est un avion qui est tout simplement peut-être un des derniers représentants, entre guillemets, des avions français qui ont combattu pendant la drôle de guerre en 1940. C'est originalement un D3801, donc un avion suisse. C'est une version suisse du MS-406 avec un moteur un petit peu plus puissant et un armement spécifiquement suisse. Et là, il a été repeint l'année dernière,
aux couleurs d'un MS 405, qui est en fait des avions de pré-série du 406, et aux couleurs de l'avion qui a été piloté pour la première fois par Kostia Rozanov et qui fut en fait le prototype de la version 406. Bon, tout ça est un petit peu capillotracté, un petit peu compliqué à détailler plus, mais en tout cas, cet avion est représentatif des formes, des bruits, de l'allure d'un Morane-Saulnier 406. Des avions qui ont fait la bataille de France. Il n'y a plus que lui. Enfin, il y a le Hawk 75 de Stephen Gray, mais qui n'était pas présent. Je ne sais pas où il en est, lui, puisqu'il cherchait à le vendre il y a quelques années. Le D520, on sait qu'il n'y en a plus. Des Blocs 152, il n'y en a pas. Des Caudron 714, il n'y en a pas en état de vol. Il y en a même très très peu. Il y en a un en restauration statique au Bourget depuis 40 ans. Bref, pour représenter cette partie, alors cette période pas la plus glorieuse, parce qu'en fait les pilotes français ont vraiment combattu et se sont vraiment battus, mais c'est une période noire de l'histoire de France, point barre. Bah voilà, il y avait cet avion-là que les Suisses nous ont ramené, c'est toujours un ravissement de le voir voler, même si l'avion n'est pas extraordinairement beau, il est quand même plus beau qu'un Messerschmitt 109, et il est surtout beaucoup plus intéressant. C'est dommage de ne pas avoir d'avion français pour cette période-là, bien expliqué que, on a passé une période d'occupation. Les avions de 1940 qui survivaient ont été consommés, c'est le mot, par les Allemands pour des missions d'entraînement. Il y en a peu qui ont survécu. Puis je crois qu'après la guerre, la conscience de la valeur historique patrimoniale de ces avions n'était pas du tout connue. Le mouvement des Warbirds, en fait, il naît dans les années 70. Donc les avions avaient été tous broyés, et il n'y en a qu'une poignée de D520 qui avaient survécu. Les 75, il y en avait 0. Les MS 406, pareil. Donc oui, c'est très triste, très très triste. En fait, c'est un gros trou dans notre patrimoine aéronautique. Mais c'est une bonne leçon aussi pour l'avenir et pour les avions qui sortent de service aujourd'hui, sur lesquels on fait un peu plus attention. Oh tiens, justement à propos du MS 406 version suisse, le monsieur à l'écran, c'est un certain David Méchin, auteur d'articles très intéressants dans le FANA, notamment auteur du hors-série sur le D520 qui vient de sortir. Il est en train de préparer, il avait fait déjà le MS 406 et il fait le D520 et il nous prépare le bloc 152. David est venu en uniforme à la Ferté, il m'a chopé, enfin c'est vu sur le stand du FANA, il m'a dit ouais, je vais aller tourner, tu vas statique, je te suis. Et puis il m'a demandé de l'aider à tourner la séquence d'introduction de sa prochaine émission qui sera consacrée au MS 406. Et donc j'ai été son caméraman pour la séquence d'introduction. Il lui a donné un petit coup de main. Il n'avait pas de micro, faire ça tout seul c'est très compliqué. Puis David est un bon camarade et puis j'aime beaucoup son travail, donc voilà, un petit service qui m'a pas pris trop de temps. C'était assez sympa de bosser avec lui. Ce qu'il fait sur la Première Guerre mondiale est vraiment très intéressant. C'est quelqu'un qui est vraiment très très pointu sur le dossier. Son hors-série sur le De Voitine qui vient de sortir, il est vraiment très très bon. Là, j'ai Win Maquette qui me dit ça c'est sûr, sur le D520 il est très beau et très bien écrit. Puis surtout, il s'encombre pas à détailler le groupe machin, tel jour ils ont abattu tant d'avions, ils en ont perdu tant, nanana. Ce qui est absolument roboratif, enfin franchement sans intérêt. Non, il est allé expliquer pourquoi l'avion, comment il a été utilisé, et puis surtout ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un dernier chapitre sur les avions survivants, qui est très détaillé, qui explique aussi pourquoi il y en a très peu. Donc, David, bon boulot, et puis on attend ton émission. Il y avait ça, largade de parachutiste par le DC-3 Gruesome. Gruesome, en anglais, ça veut dire horrible. Je ne comprends pas pourquoi on peut qualifier un DC-3 d'horrible. Ça, je ne comprends pas. Mais c'est historique. C'était un para de l'armée de terre avec tout son équipement. C'était presque plus intéressant à voir évoluer que la patrouille des Phoenix qui avait ouvert le show. Évidemment, il y avait lui, Avro Hanson. Alors, c'est la première fois que j'en voyais un. Il avait fait une très très courte apparition parce qu'il était en transit au meeting de Flying Legend au mois de septembre dernier. C'est un avion, alors c'est pas l'avion le plus spectaculaire du monde, c'est pas celui-là qui va venir faire venir les foules, c'était le 109 par exemple, mais bon, les foules ne sont pas obligées d'avoir toujours bon goût. C'est un avion qui a été conçu dans les années 30, ça a été le premier avion de la Royal Air Force à avoir un train d'atterrissage escamotable. Ça vous situe la période. Patrouilleur maritime mais très médiocre, en fait il a terminé avion d'entraînement
notamment pour tout ce qui était navigateur et mitrailleur. Et effectivement, on voit bien derrière, tu as une belle salle de classe à l'arrière. Moi, je me suis posé la question de savoir où était le radiateur, parce que pour être près des fenêtres, c'était facile, mais près du radiateur, c'est plus compliqué. Et il fait une démo assez étonnante, parce que je ne m'attendais pas à le photographier sous un angle pareil. L'avion bouge super bien, bon, il n'est pas très lourd, pas très motorisé, hein, c'est 2 moteurs de 300 chevaux, je crois, 350 chevaux, pèse 3 tonnes 6, donc le rapport masse-puissance n'est pas fabuleux, mais l'avion bouge extraordinairement bien. J'ai trouvé qu'ils abusaient un tout petit peu des fumigènes sur certains passages, parce que derrière, pour les photos, en plus c'était des fumigènes qui étaient assez persistants, donc tu as l'avion qui passe, qui fait un premier passage, c'est chouette, on fait la photo, puis quand il repasse, ben, il est masqué par les fumigènes du premier passage, donc c'est... Bon, c'est un peu saoulant quand tu veux faire des photos. C'est un avion qui est matriculé en Belgique, qui est exploité par des Tchèques. Des Hanson en état de vol dans le monde, il y en a 3, visiblement, dont un qui est un Hanson T21, on reconnaît parce qu'il a des hublots. J'ai regardé, il y a des photos qui le montrent en vol jusque dans les années 2019-2020. J'ai l'impression qu'il ne vole plus depuis. Et ce qui se dit, c'est que celui-là, qui revole depuis assez récemment, serait vraiment le dernier à voler régulièrement. Bon, il vient sur des meetings en France. C'est une très bonne chose. On va pas se priver. Non, c'était vraiment une belle surprise. Mais alors, par contre, là, le truc fabuleux, c'est qu'ils ont fait leur démo. Ils s'étaient habillés avec des tenues de vol d'époque. Donc là, la photo, vous la basculez en noir et blanc, vous êtes en 1940. Et ça, je trouve que c'est une attention très intelligente. Alors, pour des raisons de sécurité, les pilotes de Warbird volent avec des casques. On comprend, mais je trouve là l'idée extrêmement intéressante visuellement parlant. Évidemment, le clou du spectacle, ça a été ça. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est un Caudron 460. En fait, c'est pas un vrai. C'est une réplique qui a été fabriquée aux États-Unis à partir d'archives très incomplètes. Donc le truc, il est très improvisé. C'est pas une réplique exacte. Mais l'allure est très bien respectée, le moteur n'est pas d'origine évidemment aussi, hein, parce que les moteurs Renault d'époque qui tournent, j'en connais pas. En tout cas, qu'ils soient avionnables, c'est pas possible. L'avion a été racheté par Renault il y a 2 ou 3 ans, au moment où ils ont sorti leur Renault Rafale. Au moment où il est sorti, Renault a fait un truc dingue, c'est qu'ils ont acheté donc la réplique pour l'utiliser dans la promotion de leur véhicule hybride Rafale. Ça veut dire que le mot Rafale fait vendre aujourd'hui. Il faut dire qu'ils ont bien été aidés par les succès de Dassault Export. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait en 2010, ce coup-là. Et puis que l'aviation continue à aider à faire vendre, finalement. C'est une belle image de marque. Et donc, ils ont présenté... L'avion a été restauré donc, par Bruno Ducreux, qui est aux commandes de l'avion. Bruno, qui a été croisé par les gens de Jumpseat au Salon de Lyon là, cette semaine. Donc, il a répondu aux questions de Gilles. On devrait avoir une petite vidéo sympa à vous présenter là-dessus bientôt. Et puis, il sera présent à Melun. Et je pense qu'on ira tourner encore autour de l'avion, et plus près, parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe avec cette machine. Donc, racheté par Renault, dans le cadre de leur collection, ils vont monter un musée à Flins des voitures Renault. Je crois qu'ils ont quelque chose comme 700 voitures à exposer. Waouh! Et donc, lui sera exposé aussi au musée Renault parce que Louis Renault, a été propriétaire de la marque Caudron à cette époque-là. Et donc, il fait partie du patrimoine Renault au sens large. L'avion va faire 2 saisons de meeting et après, il recevra un moteur Renault non fonctionnel. Il partira au musée et il sera exposé. Mais pendant les 2 saisons qui viennent, on verra le Caudron en vol régulièrement et ça, c'est une très bonne chose. Renault a fait une présence à la Ferté-Alais assez massive parce qu'ils ont présenté un certain nombre de voitures au statique et en dynamique. Ici, c'est une Renault 40 chevaux de record de 1926. Là, c'est l'étoile filante donc de 1956, voiture de course et de record. Et puis, il y avait surtout une Renault Nerva Sport des records de 1934. Ces 3 voitures ont roulé. Alors, par contre, là, c'est la petite boulette, c'est qu'elles ont roulé dans l'espace qui est défini sur la piste entre le public et les taxiways. Il y a besoin d'une voie pour ne serait-ce que les véhicules de secours. Donc, ils ont défilé le long des barrières. Mais ça veut dire que comme en plus, c'est des voitures extrêmement basses, si tu étais au 2e rang, tu ne les voyais pas. Il n'y a que les gens du 1er rang qui les ont vus. Renault veut investir un petit peu dans l'image aéronautique, visiblement. Ils seront aussi présents à Melun avec leur voiture. Je les incite fortement à faire rouler les voitures sur la piste. À un moment où il n'y a pas d'avion, faites rouler les voitures qu'on les voit bien, qu'on les voit de loin. Et puis de faire rouler aussi peut-être doucement pour les ramener sur le statique à travers la foule. Ça se fait à vitesse modérée. C'est des voitures assez impressionnantes par leur taille,
par leur bruit. Je suis pas du tout passionné de voitures. Vraiment, il y a deux sujets qui m'intéressent pas dans la vie, c'est le Messerschmitt 109 et les voitures. Mais c'était assez fascinant à voir. C'est un peu hors sujet dans un métier aérien, quoique à la Ferté, on a régulièrement des reconstitueurs qui roulent avec des motos de l'époque de 14-18 par exemple, et ça fait partie du spectacle. Donc là, quand tu as le caudron Renault qui vole et qu'il y a des voitures Renault de la même époque qui roulent, moi je dis bah ok, bien joué les gars, parfait, c'est ce qu'il fallait. Et ça c'est top. Et oui, j'ai hâte de revoir voler et rouler des engins Renault. Je vous le poste parce qu'effectivement, tout le monde a remarqué qu'il ressemblait un petit peu au Straton F-H22 d'Hergé dans les aventures de Josette et Joko, qui ont baigné un petit peu ma jeunesse parce que les BD étaient dans la bibliothèque des grands-parents. Oui, c'est très inspiré des avions Caudron, hein, indéniablement. C'est aussi pour ça que les avions Caudron ont un petit peu marqué l'histoire. Et puis, il y a eu ce passage-là, juste absolument magique, magnifique, du Rafale avec le Rafale. Enfin, Rafale, on en discutera après. La photo est trompeuse, hein. Le Rafale, le Caudron est devant, très nettement devant le Rafale. Il y a une différence de taille entre les deux qui est incroyable. L'avion est minuscule. Il faut juste vous rendre compte. C'est un avion de course. C'est comme les Formule 1. Les Formule 1, ces voitures, elles sont toutes petites, hein. Et le Caudron Rafale, c'est un peu ça aussi. Alors, il y a le débat sur Caudron Rafale. Alors, je me suis fait reprendre de voler par un certain nombre de personnes sur le fait d'avoir dit c'est un Caudron entre guillemets Rafale. Alors, je ne suis pas un grand expert des avions Caudron. Il me manque un Docavia célèbre dans la collection. J'ai essayé de me le procurer pour en savoir un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est un pan assez intéressant de l'histoire aéronautique française. Il y a le Caudron Rafale, c'est le Caudron 530. Lui, il porte vraiment le nom de Rafale. Si les gens de Renault ont décidé, en rachetant la réplique, de l'appeler Rafale, c'est eux qui sont propriétaires du truc. Est-ce que les gens qui ont construit la réplique, parce que c'est eux aussi qui comptent, le constructeur, il a son mot à dire sur le nom qu'il donne à son avion, vu que c'est pas un Caudron original, si les gens qui ont conçu la réplique disent, nous, on va l'appeler Rafale, c'est alléluia, hein. C'est celui qui construit qui décide. Donc, Caudron Rafale, on pourra toujours pinailler, mais voilà. Il y a eu une belle démo d'un ATR, puisqu'à la Ferté-Alais, on a des avions de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, de l'entre-deux-guerres. Je ne vous en ai pas montré beaucoup, mais c'est pas grave. Puis ça va jusqu'aux avions contemporains, donc le Rafale qui a fait une très belle démo, un ATR qui a fait une arrivée, il a fait un passage à l'anglaise sur la tranche. Il m'a tellement surpris que j'ai pas pensé faire de photos. Donc si vous avez une photo de l'ATR en train d'arriver le samedi, quasiment sur la tranche, je suis curieux de voir l'angle qu'il avait, parce que c'était impressionnant. À la Ferté, moi j'ai vu voler du 747, il y a eu le Concorde que j'ai raté évidemment, mais le 747, lui je ne l'ai pas raté, il y a eu du 777 avec la patrouille de France. Enfin, c'est un meeting œcuménique, il n'y a pas que des chasseurs, il n'y a pas que des warbirds, il y a des classiques, des antiques, des modernes, il y a tout, c'est pour ça que c'est bien, il y a des avions légers, tout ça. Il y avait une belle évocation de la guerre du Vietnam avec le Bronco et 2 T-28, et l'ambiance était chaude. Les petits effets pyrotechniques. Un point que je voudrais soulever aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que pendant les passages du Messerschmitt, du Spit, les commentateurs, Frédéric Beniada et Alain Battisti, ont coupé les micros pour qu'on puisse écouter le bruit des moteurs. Et ça c'est vraiment une idée de passionné et ça m'a beaucoup plu. Après, l'animation permanente avec de la musique en permanente, ça me saoule total. Qu'il y ait des effets de bruitage sur certains tableaux, notamment le Tora Tora, je suis super pour. Un peu de musique d'époque de temps en temps, mais un habillage musical constant, ça me saoule. Par contre, le commentaire était très bien. Alain Battisti et Frédéric Beniada sont des gens qui connaissent très bien l'aviation, ça se sent. Les commentaires étaient bien, vraiment sympa. Le commentateur du Rafale Solo Display, c'était pas mal parce qu'il parle pas beaucoup vu que l'avion fait beaucoup de bruit. La patrouille de France, le commentaire était dit par une nana de la com. C'était un peu lu, mais bon, ça allait, c'était pas mal. Le show de la PAF cette année est assez sympa. On les reverra un petit peu plus tard puisque là ils sont en route pour les États-Unis. Voilà pour la Ferté. J'étais à Cognac aussi, mais j'ai fait que le vendredi parce qu'on avait des tournages à faire. J'ai servi de caméraman pour Frédéric Lert. Après avoir servi de caméraman pour David Méchin, je suis caméraman pour Frédéric Lert parce que l'équipe n'est pas disponible. On n'avait pas François avec nous, mais on a interviewé les gens du Bronco et les pilotes du Rafale Solo Display qui suivent nos émissions. Jump 6, ça a fait super plaisir. Les deux, soit Mimous ou Rocky, je les ai trouvés super sympas. Avant de parler de Cognac, on va arrêter les photos. Je vais vous passer quelques vidéos pour finir parce que c'est un petit plaisir aussi. Un des tableaux célèbres de la Ferté-Alais, si vous avez jamais été à la Ferté-Alais, c'est ça, c'est le Tora Tora Tora.
fait une trentaine de fois que je le vois le Tora Tora dans ma vie, ça m'éclate toujours autant. Et c'est un truc... c'est un moment de... Enfin, c'est rigolo. Là, il y avait 13 ou 14 T6 quand même en vol en même temps. En termes de bruit, c'était pas mal. Et puis, après avoir fait le premier passage, ben, ils en font un deuxième, et ça donne ça. Avec des effets pyrotechniques, avec sans bande DCA, c'est super sympa, et c'est très dynamique. Et donc à Cognac, ben voilà, on était en plein tournage, c'était un peu sympa, donc j'ai pas vu grand chose du meeting. De toute façon, on n'avait pas prévu d'assister au meeting le samedi. On est resté à Angoulême, j'ai fait un tour de Vélis électro. Bah oui, faut voler un peu de temps en temps, et puis le Vélis, c'est vrai que c'est un avion marrant. Il y a un gros défaut, il n'a pas d'autonomie. Mais sinon, le reste, il est très fun. Donc, à Cognac, on était bien placé parce que j'ai vu une petite séquence qui m'a fait plaisir. Alors, avec le T-33, qui est un Canadair, hein, c'est un CT-33, il y a un truc qui est très intéressant, ça va les oreilles, le T-33, bizarrement, au moment où il passe, on se rend compte d'un truc, c'est qu'il n'est pas très bruyant. En tout cas, il est beaucoup moins pénible à écouter qu'un Fouga Magister. Et en fait, il était à quelques mètres, nous on était sous le Bronco, et on a pu tenir une conversation sans trop hausser le ton avec le T-33, alors qui était au ralenti, hein, qui allait couper le réacteur. Non, ça a été une surprise des faibles nuisances sonores de l'avion. Et allez, le tacle pour les Fougas. Ouais, alors, le Fouga, bon, j'ai l'impression que je suis un peu trop grand pour entrer dans un Fouga, moi. Mais bon, bref. Par contre, un tour de T-33, je ne me dépatterai pas. Puis en plus, celui-là, il est, comme vous le voyez, il a le plus bel insigne de l'armée de l'air peint sur le fuselage, celui de l'école de chasse de Tours. Donc forcément, celui-là, il me plaît beaucoup. Le mec est bien placé. Oui, il est super beau ce T-33. Vraiment, il me plaît beaucoup. On le voit pas souvent en meeting aérien, mais c'est un avion qui me plaît beaucoup. Pas seulement parce que c'est un Canadair. Et puis il est aux couleurs de l'avion de Michel Tanguy dans l'album de leurs premières aventures, là, à l'école de chasse de Meknès. Donc c'est un avion de BD, c'est un avion de meeting, c'est une belle machine. C'est vraiment le Bronco de Chuck. Bah oui, on a interviewé Chuck longuement, mais ça, vous verrez ça quand le montage sera fini. Il est adorable. On a discuté vraiment à bâton rompu. Il m'a dit au moins 4 ou 5 fois quand est-ce que tu viens dans Télimar. Je lui ai dit que j'étais déjà venu 2 fois, que j'avais jamais fini la visite du musée parce qu'à chaque fois les Canadair étaient venus et copés sur le Rhône juste à côté. Donc vous connaissez mon sens des priorités. Oui, Montélimar, faut qu'on y retourne. C'est un endroit que j'aime bien. Le musée est super sympa, il y a des avions superbes. Sauf que de chez moi, ça fait une petite trotte quand même. Donc c'est un voyage qui se prépare. Puis c'est vrai que le Bronco, c'est une belle machine. J'avoue, j'aimerais bien faire un tour avec. Alors pas dans le truc arrière avec les photographes parce que c'est vertigineux. Mais la machine. Puis alors, le Bronco. Alors ça, tiens, on va parler 2 minutes du Bronco. Comme j'étais avec des gens qui assistaient à un meeting aérien pour la première fois, ils ont vu le Bronco. Un drôle d'avion, ça les a pas intéressés. Enfin, c'est quoi cette espèce de sauterelle? Une fois que tu as dit c'est un avion de guerre du Vietnam, ok, bon, c'est bon. Par contre, dès qu'il commence à voler, qu'il commence à tourner super court, etc., ah oui, oh là! Eh ben, chez des gens qui ne connaissent pas trop l'aviation, effectivement, le Bronco est un avion extrêmement populaire.
puis bon, après, utiliser le Bronco pour faire des photos du tracker en vol, oui. Alors là, j'aurai un dilemme parce que je me mets dans le Bronco ou dans le tracker. Bon, on verra, on en reparlera. Jérôme Laval, copain qui vole aux États-Unis sur feu, qui a fait plusieurs saisons sur Bronco et qui m'a toujours dit que c'est un avion qu'il a adoré piloter. Il a essayé de garder sa qualif Bronco le plus longtemps possible, mais maintenant qu'il est instructeur tracker, il n'y touche plus. Mais oui, c'est un avion qui visiblement séduit les gens qui sont à bord. Donc, je demande que ça, je me débattrai pas, mais il y a d'autres avions que je dois faire avant. Non, voilà. Il y a toujours des trucs sympas à faire. Non, on était très bien placés, puis ça aussi, on était bien. Ouais, bah. Vendredi, on a eu droit à un déclenchement de parachute de Mirage 2000, c'était très cool. C'est les couteaux Delta qui sont arrivés et qui sont posés, ou c'est celui qui est arrivé tout seul? Il était tout seul, alors ça devait être le 2000 des Cigognes, il a fait une arrivée tonitruante. Alors si vous connaissez le pilote qui était là avec le 2000, vous le remerciez de ma part, il y a longtemps que je n'avais pas baissé la tête. Alors qu'il était très haut, mais le bruit, tout ça, ça m'a fait plaisir d'être survolé par un 2000, ça faisait du bien. Et puis il nous a fait un joli petit roulage après. Voilà. Alors, bon, on a fait le tour, hein, un petit peu d'image de Cognac, un peu d'image de La Ferté, tout ça, c'était histoire de reprendre un peu les bonnes habitudes. Petites exclus pour Melun, puisqu'on en parle de Melun, oui, ils ont quand même annoncé, donc on en a parlé, la présence du A26, ils ont annoncé la présence du B-17, et ça, et d'un MiG-17. Il y aura un B-17 et un MiG-17. Visiblement, il y a un collectionneur européen qui vient d'importer un MiG-17. L'avion a été vu en vol en Angleterre il y a quelques jours. Il est annoncé à Melun. Et franchement, voir voler un MiG-17, moi, j'en ai jamais vu. Et comme c'est un avion qui a participé à la guerre du Vietnam, je pense que ça va être intéressant à voir voler. Il y aura d'autres révélations qui vont venir, mais là, les vedettes du plateau, c'est quand même bon, le Rafale, le Caudron. Je pense qu'ils referont le passage avec le Rafale sur le display. Je pense que, voilà. Il y en avait un MiG-17 il y a 2 ans à Melun. Non, c'était un MiG-15. Donc, le A26 Invader, moi, ça, rien que ça, j'y vais. Il y aura du DC-3, il y aura aussi des baptêmes de l'air en DC-3 sur l'avion de Hugues Duval, donc pour ceux que ça intéresse. Il y aura forcément le DC-3 d'Alain Battisti, évidemment. Ensuite, donc le MiG-17, le B-17, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'annoncé, je ne sais plus. En tout cas, continuez à suivre les articles sur Aérobus, c'est important. Si vous avez aimé l'émission, le petit pouce en l'air, le replay, machin, comment on appelle ça, c'est des likes, des commentaires sympas, parce que les commentaires pas sympas, ça énerve. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.